Voilà, exactement. Donc bonjour à tous, bienvenue dans Est-ce possible. Aujourd'hui, un sujet critique, et il était presque de notre devoir de faire cet épisode, c'est comment trouver un travail à Barcelone. Pour ça, j'invite Barbara Adris qui donc aide les Français à trouver des boulots à Barcelone. Et ça n'est pas une mince affaire. Moi-même, je reçois... aujourd'hui, j'en ai reçu 3. Parfois, c'est moins, parfois, c'est plus. Des messages de gens qui veulent venir s'installer à Barcelone. Et alors, qu'est-ce qu'il faut, Barbara, leur dire à tous ces gens qui sont attirés par Barcelone, mais qui cherchent un boulot dans le même temps? Il faut se préparer. Barcelone, ça attire énormément, mais ça reste un marché de l'emploi qui est un peu particulier et qui ne ressemble pas forcément au marché parisien. Moi, j'ai déjà eu plein de fois des remarques de profils hyper chassés à Paris qui n'ont rien à faire pour trouver un travail, qui ne comprennent pas pourquoi, quand ils postulent à Barcelone, on n'est pas en train de se battre pour les recevoir en entretien. On est sur un marché où déjà, on est en concurrence avec le monde. C'est ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on n'est pas en France, on est en Espagne. Et comme on a à peu près un tiers du marché local et des entreprises qui se positionnent sur l'international, ça veut dire qu'un tiers à peu près des jobs vont être en anglais. Et c'est là qu'on se retrouve à être en concurrence avec le monde, à être en concurrence avec des anglophones natifs. Et puis, il y a l'ensemble des entreprises qui ont leurs salariés qui sont localisés ici, qui n'ont pas forcément embauché sur place. Il y en a une partie, ils les ont fait venir. Ouais. Donc forcément, on en a déjà discuté ensemble. La meilleure façon pour trouver un job à Barcelone, c'est la mutation. Ouais. En tout cas, pour trouver un job bien rémunéré. On est quand même dans cette problématique-là. Mutation et télétravail, pour toi, c'est la même chose ou c'est encore un peu différent? Non, pas du tout. Okay. Télétravail, c'est vraiment, tu as gardé ton job en France ou dans un autre pays et tu as soit un accord officiel qui fait que tu as le droit d'être en télétravail depuis un autre pays d'Europe. Et ça, c'est OK. Il y en a, ils le font sans le dire, mais ça, on le sait, on ne le dira pas. Et puis, mutation, c'est ton lieu de travail, ton contrat de travail était français, suisse, belge. Et on te mute à Barcelone. Ouais. Et dans 95% des cas, tu n'as pas un contrat d'expat. Il faut quand même bien aussi casser ce mythe. Ça existe encore, mais c'est très, très rare. La majorité du temps, on est sur des contrats locaux. Donc, on démissionne de son contrat francophone pour avoir un contrat espagnol avec des conditions de droit du travail espagnol sur le temps de travail. Si tu t'en sors pas trop mal, tu arrives à négocier un salaire quasiment équivalent, mais c'est pas anecdotique qu'on te demande de baisser ton salaire par rapport au salaire que tu avais à la base en France ou en Suisse. En Suisse, c'est un exemple où effectivement tu auras beaucoup de gens. Ça, c'est la voie royale. Ça, c'est la voie royale. Et après, il y a ceux qui suivent. Les conjoints, les fameux conjoints d'expat qui doivent s'adapter. Il y a ceux qui rêvent de vivre à Barcelone et qui, du coup, parfois sont prêts à tout quitter pour venir ici. Et là, il faut vraiment, vraiment se préparer parce qu'il y a des petites nuances qui existent. Une des premières nuances, c'est que si on est encore en job en France avec un préavis standard de 3 mois, ici, ils ne comprennent pas. Ouais. Le préavis classique, c'est 15 jours. Ouais. Donc, pour eux, discuter avec quelqu'un qui est en poste, c'est OK. Parce qu'ils savent qu'en gros, dans 15 jours, 3 semaines, la personne, elle sera là. Ouais. Et quand ils échangent avec des francophones qui ont à peu près fait croire qu'ils étaient déjà sur place et qu'en fait, on leur dit, OK, c'est bon, je t'embauche, tu peux être là dans combien de temps? Dans 3 mois. Forcément, là, ils ne comprennent pas. Et moi, j'ai vu pas mal de process de recrutement s'arrêter. Ah, carrément. Oui, parce que finalement, toi, oui, parce que en fait, c'est une découverte en cours de process. Pour eux, à moins que tu aies vraiment le profil expert qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'on soit OK dans ces cas-là pour t'attendre. Mais la majorité du temps, à profil équivalent, de toute façon, les entreprises choisiront toujours un profil qui est déjà basé à Barcelone, qui a déjà le fameux NIE. Que ça, c'est pareil, des process qui pourraient s'arrêter parce que tu n'as pas ton NIE, j'en ai vu aussi. Et donc ça, c'est hyper important d'anticiper en amont toute cette démarche, parce que c'est vrai que cette démarche administrative qui peut étonner les Français, ici, si tu n'as pas ton NIE, ça peut quand même être assez bloquant. Mais attends, parce que le premier truc, c'est qu'effectivement, mettons, donc tu as le premier cas, voie royale, on te mute. Tu as espèce de cas et demi sur lequel on reviendra sans doute du télétravail, mais il n'y a pas grand-chose au fond à dire, mais
Le cas du employé en France qui trouve un boulot à Barcelone à distance, comment est-ce que tu dis qu'il faut donc aborder de la question de la démission pour ne pas se retrouver dans ce cas-là? Parce qu'effectivement, est-ce que tu démissionnes avant? Est-ce que tu préviens avant? Enfin, c'est quand même, ça joue complètement contre ta candidature. En fait, là, il faut vraiment bien le préparer. C'est-à-dire que si tu te dis, moi, je démissionne et je suis sûre que dans 3 mois, je trouverai un job à Barcelone, j'arriverai à ce moment-là, tu as intérêt à être sûr que ton profil est hyper recherché. Parce que sinon, le risque, c'est que tu démissionnes et puis qu'en fait, tu arrives ici et que... là, tu as tout perdu. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est quand même le risque. Il y a intérêt à avoir un matelas de sécurité. Enfin, c'est la discussion que j'ai quasiment toutes les semaines avec des Français qui me contactent et qui me posent ces questions-là. Et puis surtout, quand on leur explique que quand on arrive ici, il faut anticiper un certain budget aussi. Parce que quand tu arrives pour chercher un logement... si tu n'as pas de contrat de travail et qu'il te faut un logement, il faut prévoir un peu d'argent d'avance quand même. Parce que souvent, on va te demander 6 à 12 mois de loyer d'avance, les cautions. Le classique. Le classique. Le classique d'une très grande ville qui est très demandée et qui a un marché, en plus d'avoir un marché de l'emploi tendu, un marché de l'immobilier tendu avec les règles des propriétaires. Donc, c'est un vrai projet global. Et il y en a qui arrivent tout à fait à trouver leur job depuis la France et qui s'installent. Ils mettent une bonne stratégie en place. Où d'abord, ils disent, OK, quelles sont mes forces? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va m'embaucher moi plutôt qu'un autre? Et après, il faut aller identifier les entreprises où on va avoir besoin de ces forces. Parce que si tu commences à postuler dans tous les sens sur des jobs où tu as à moitié les compétences et puis en plus, tu as un numéro français, tu as une adresse en France, là, en fait, c'est normal de ne pas avoir de réponse. Oui, quasiment. Il faut vraiment s'assurer qu'il y a un match quasi parfait entre tes compétences et les attentes de l'entreprise pour que l'entreprise soit OK pour aller avancer avec toi dans le process. Parce que sur des jobs un peu généralistes, il y a quand même pas mal de choix de candidatures. Et donc, forcément, ils vont préférer des gens qui sont déjà installés sur place. D'autant que tu disais un truc qui est, je pense, la base quand on veut se lancer à trouver un job, c'est qu'on n'intéresse qu'un tiers du marché de l'emploi dans une ville qui est une ville de province espagnole. Enfin, même si c'est une ville européenne qui est vue du monde entier, ce que tu veux, la réalité, c'est que c'est une ville de province, capitale régionale, mais ce n'est pas la capitale nationale. Et il y a 30% des jobs qui pourraient éventuellement, des boîtes, voire des jobs ouverts qui pourraient te convenir. Enfin, encore que, on ne parle pas de... Si tu parles parfaiement anglais. Oui, si tu parles anglais. Oui, parce qu'il y a une réalité, c'est que si tu parles que français, tout de suite, tu as un... Certes, il y a pas mal de jobs qui existent pour les Français à Barcelone, plus que dans d'autres capitales européennes. Mais on reste quand même sur un marché assez restreint. Si tu ne veux pas travailler dans la partie support client, sales, recrutement... Il y a pas mal de cabinets de recrutement, ou dans la tech, parce qu'il y a pas mal de boîtes de services informatiques qui sont installées à Barcelone. Il y a quand même un moment où tu peux être restreint. Et il y a des fois, moi, ça m'est arrivé d'accompagner certains profils qui étaient ici et qui se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient jamais à trouver de job sur leur domaine d'activité et qui ont fait le choix de changer, soit de rentrer en France, soit de changer de capitale européenne, parce qu'ils savaient que ça n'allait pas matcher, en fait. Et il y a des jobs, tu ne peux pas faire tous les métiers en télétravail, parce qu'il y a des solutions, des fois, c'est de trouver un job en remote. Vraiment, là, c'est un contrat remote. Il y en a de moins en moins. Mais par contre, il y en a de moins en moins, mais par contre, quand il y en a, généralement, les salaires sont assez intéressants. Ça, par contre, c'est... on revient sur l'expertise, j'imagine, parce que les boîtes qui sont aujourd'hui OK pour salarier quelques remotes, c'est que c'est vraiment une rockstar de son domaine. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, juste après le Covid. Mais maintenant, on est revenu à un truc un peu normal. On est revenu dans un marché où, en plus, tout le monde a envie de faire du remote et où il y a beaucoup moins d'offres. Et on est toujours dans cette histoire de marché, l'offre et la demande. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à te démarquer? C'est parce que toi, tu offres des compétences qui sont très demandées et qui sont rares. Donc, le premier et le vrai sujet, c'est le match de tes compétences avec le marché. Donc, tu dis, aller sur LinkedIn, vraiment mapper toutes les entreprises qui pourraient avoir besoin de toi. Et ensuite, les offres d'emploi, parce que c'est aussi un autre sujet. Moi, de mon point de vue, tu me diras si c'est vrai, je vois beaucoup d'offres qui ne vont pas sur le marché. Tout à fait. On estime qu'il y a à peu près 80% des jobs qui sont pourvus via le marché caché. 80%? Ouais, mais ça, c'est une stat qui fonctionne à peu près partout dans le monde. En France, c'est à peu près la même chose. Et j'ai regardé des stats dans d'autres pays du monde, c'est entre 80 et 60% selon les pays. Et le marché caché, ça va être quoi? Ça va être les candidatures spontanées, parce qu'il y a des entreprises, en fait, elles fonctionnent juste avec leur vivier et ça leur va très bien. C'est des cooptations. Et puis après, c'est aussi le fait que certaines entreprises vont elles-mêmes chasser des profils.
mais elles vont jamais diffuser l'annonce. Et puis après, c'est tout ce réseau d'opportunités qui va se faire parce que tu vas aller faire du networking dans des soirées French Tech, par exemple, ou aller toi-même cibler. Et donc, tu disais tout à l'heure, il faut mapper les bonnes entreprises. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que si tu mets en place une vraie stratégie de recherche, que tu vas cibler les boîtes qui vont être intéressées par tes compétences, que là, tu commences à engager des conversations, les opportunités peuvent se créer comme ça. Mais si on attend juste de répondre uniquement aux offres d'emploi... On passe à côté de 80%, c'est énorme comme statistique. Surtout qu'il y a une partie des offres d'emploi dans certaines grosses boîtes, on le sait, les offres, quand elles sont diffusées, en fait, elles sont déjà pourvues. Ça existe. Ah oui. Oui, parce que c'est pour, ou alors c'est pour quoi, enfin, de la concurrence via l'interne, ou c'est juste parce qu'ils sont un peu obligés de les Il y a mettre. des fois, les boîtes, c'est parce qu'elles sont obligées de poster l'offre avant la pourvoir en interne. Et puis, il y a des fois, ils vont voir si jamais il y a d'autres jobs. Ou des fois, c'est la RH, elle a appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, ou c'est pour Tu avoir vois. un vivier, mais pour un job plus tard, quoi. Ouais, et puis ça, c'est encore un autre sujet. Les boîtes qui passent... c'est une réalité. Tu as des offres d'emploi. Il n'y a pas d'offres derrière. En fait, les entreprises, elles ont passé des annonces pour montrer qu'elles avaient de la croissance. Ah ouais, comme une sorte de job listing comme moyen de communication. Moyen de com, oui, pour pouvoir dire à tes actionnaires que ça va bien. Envoyer des D'accord. signes positifs parce que tu es en train de recruter. Ce n'est pas la majorité, heureusement, mais ça fait partie des pratiques qui peuvent exister de passer des annonces, soit pour avoir du vivier le moment venu, soit pour envoyer des indicateurs positifs. Alors, on arrive sur quand même la contradiction qui est de dire, on dit venez avec votre job, et en même temps, les jobs sont off-market, donc on les trouve surtout par réseau. Donc, comment on arrive à... vraiment, est-ce que tu dis, venez, voilà, comment est-ce qu'on s'en sort de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, mais s'il faut venir avec son job, mais que les jobs, je les ai que si je suis à Barcelone et que je network et que ça met du temps, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il n'y a pas forcément de réponse, mais comment est-ce qu'on répond aux gens qui nous apporteraient cette contradiction? Alors, soit tu dis, j'ai vraiment cet objectif de venir s'installer à Barcelone. Faut pas, ça dépend. Est-ce que tu veux venir dans 3 mois ou est-ce que c'est un vrai projet de vie et tu te donnes 1-2 ans pour le faire? Déjà, ça dépend. Si tu veux être là dans 3 mois, tu fais des compromis. Ça veut dire que tu acceptes. Des boulots, il y en a. Par contre, ils ne sont pas toujours super bien payés. Donc, il faut faire une vraie réalité avec le coût de la vie, parce que ça, c'est le paradoxe de Barcelone. Les salaires sont très bas, mais les loyers peuvent être très élevés. Donc, soit tu dis, non, mais vraiment, je veux vivre à Barcelone, je supporte plus la vie parisienne, ce que nous, on comprend tout à fait. Très bien. Dans ces cas-là, tu as quelques économies. Tu sais que tes économies, elles vont te permettre de suivre ton coût de vie. Et puis, tu prends un premier job sur place qui n'est pas trop en décalage avec ton secteur d'activité pour que ça ne fasse pas trop une grosse cassure. Et une fois que tu es sur place, tu essayes de faire ton réseau, de te démarquer, voire en interne de ton entreprise. L'avantage, par contre, de toutes les entreprises qui peuvent exister sur Barcelone, c'est que si tu es très bon, parce que comme il y a pas mal de turnover dans certaines boîtes, justement, qui ne payent pas très bien, si tu es très bon dans ta boîte, tu peux quand même grimper assez rapidement et avoir des belles carrières. D'accord, donc tu peux profiter du turnover et tu peux faire ce mouvement-là en interne, c'est-à-dire en acceptant de prendre un job. Redescendre un petit peu en dessous. Soit tu as une stratégie plus long terme et dans ces cas-là, si tu dis moi, mon objectif, c'est d'aller à Barcelone, mais je vais y aller avec les bonnes conditions financières, peut-être que de Paris, tu cibles une boîte qui a des bureaux à Barcelone et qui te permet de travailler. Souvent, les gros salaires, c'est parce que tu bosses d'un point de vue global. C'est-à-dire, c'est pas parce que depuis Barcelone, tu bosses sur le marché barcelonais ou espagnol, c'est parce que depuis Barcelone, tu bosses sur un marché soit IMIA, soit européen, mais en tout cas, un marché global. Donc, tu es censé être dans le headquarter de la boîte, quelque part. Oui, ou dans des très grosses boîtes où tu es dans un positionnement soit tier 1, quand tu es sur la partie sales, par exemple, ou sur des parties techniques, ou tu as des entreprises sur des jobs techniques qui vont être OK pour que tu bosses dans n'importe quel hub, en fait, européen de l'entreprise. Donc là, c'est à toi de mettre de la stratégie en place et de te dire toujours la même chose. Quels sont mes points forts? Quelle entreprise va avoir besoin de mes points forts et qui, en plus, il se trouve à un hub à Barcelone. L'avantage, c'est qu'on a LinkedIn aujourd'hui et pour ça, c'est quand même assez magique. Pour le mapping, c'est vrai que... ça te permet d'avoir toutes les infos. Ouais. Sur ça, c'est pas mal. Il y a des sites qui peuvent être intéressants, comme sont des boîtes un peu plus intermédiaires, comme Welcome to the Jungle, où tu peux connaître les lieux des bureaux des entreprises. Et c'est là que tu vois si elles sont basées à Paris et à Barcelone, par exemple, et dans d'autres capitales européennes. Donc, c'est pareil. Cibler ce type de boîte et se dire, je me fais embaucher à Paris sur un salaire parisien dans ce type de boîte.
Et j'ai mon objectif à moyen terme de réussir à me faire muter à Barcelone une fois que je suis devenue indispensable pour la boîte. C'est aussi une bonne Là, tu stratégie. dis que dans ces cas, il ne faut pas forcément jouer carte sur table dès le début. Bah, ça dépend parce que ça dépend de l'entreprise et ça dépend du fonctionnement de l'entreprise. Disons que si c'est pour rejoindre une équipe locale parisienne et que tous les collègues sont à Paris et que tu leur dis que ton objectif c'est d'aller à Barcelone, ça va peut-être coincer. Et si par contre tu sais qu'il y a déjà la moitié de l'équipe qui est entre Barcelone et Paris, là, faut adapter voilà, ça sera plus facile. Il faut adapter son discours en fonction de l'entreprise et de son positionnement, quoi. Alors moi, tu vois, de mon point de vue de French Tech, il n'y a pas... En fait, il y a beaucoup de boîtes, mais il n'y en a pas tant que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de petites boîtes. Il y a quelques gros noms comme Peppernest, évidemment, mais il n'y a pas tant de boîtes que ça, comparé à Paris, comparé même au reste de l'écosystème, ou même peut-être d'autres industries. Du coup, je ne sais pas comment on peut donner une sorte de... donner une sorte de messages un peu rassurants, tout en disant, voilà, il y a peut-être 15 boîtes. Enfin, moi, ce que j'irais, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi. Mais dans l'écosystème français. Ouais, dans l'écosystème français. Mais Barcelone, c'est pas la France. Donc, c'est l'écosystème. Il faut plutôt aller voir l'écosystème international. C'est ça. Mais en fait, c'était un peu le sens de ma question que je n'ai pas terminée. C'est parce que je n'arrivais pas à le formuler. Mais moi, je vois qu'il y a peu de boîtes. Mais tu dirais qu'il y a combien de boîtes globalement, si on parle de plus de... en plus de centaines d'employés, plus de 200 employés internationaux, tu vois, pour aussi donner une indication de, OK, tu as 20, 30, 12, 15, 100 boîtes, tu vois, je ne sais pas si on peut le dire international à Barcelone. Il y a plus d'une centaine de boîtes internationales parce qu'il y a tout, il y a l'écosystème tech, mais il y a tout l'écosystème aussi pharmaceutique. Et qui, derrière, génère aussi pas mal de jobs dans la tech. Parce qu'une partie, justement, de ces labos pharmaceutiques ont décentralisé leurs équipes à Barcelone. On a AstraZeneca, là, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ils ont emmené plus de 50% de leurs équipes. Il y a quelques années, il y a Nestlé qui avait délocalisé son support, son support technique qui était en Suisse et qui l'a amené à Barcelone. Donc, c'est quand même une vraie tendance. On a la chance d'être dans une capitale où, tu sais, la dynamique, c'est les talents attirent les talents. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt des entreprises, si elles veulent pouvoir recruter, d'aller dans des capitales européennes où il y a des talents. Et donc, ce qu'elles vont chercher, par contre, c'est des talents internationaux. Et là, parler anglais, c'est quand même indispensable sur un certain nombre de jobs. Et d'ailleurs, en fonction des profils, il vaut mieux parler anglais que espagnol. Ça, c'est vrai que sur tout ce marché, ce 30% du marché est régi par des règles très différentes du 70% restant, parce qu'il y a même des boîtes où ça parle catalan, ce qui nous paraît, nous, complètement hallucinant. Mais enfin, c'est un peu normal, on est en Catalogne, mais il y a vraiment des mondes très parallèles. Et tu dirais que c'est quoi le temps, toi qui vois ça avec tes candidats que tu accompagnes, le temps moyen pour trouver un job si tu es sur place? Parce que là, on vient de parler de venir s'installer à Barcelone, mais si tu compares le sur place et de l'externe, combien de temps il faut... Si on est dans le hors 3 mois où je prends le premier boulot en call center, on verra, le temps pour trouver un job qui correspond à ton expertise, à ton niveau de qualification, voire à ton niveau de salaire. Difficile d'avoir les trois en même temps. Le temps moyen? Temps moyen, je te dirais entre 3 et 6 mois. Moi, j'ai tout vu. J'ai vu 3 semaines. Toi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées. On n'a même pas eu le temps de finir l'accompagnement parce qu'elles avaient signé un contrat en avance et c'était top. Et puis, il y a d'autres profils sur lesquels c'est plus compliqué. Et c'est pas plus compliqué à cause du profil, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas les jobs. Et c'est un truc tout bête, mais tu sais, plus tu es en haut de la pyramide en termes de type de job et en termes de si tu es sur des jobs de direction, forcément, il y a moins d'opportunités que si tu es sur des jobs un middle management ou au démarrage, quoi, toi, les jobs de junior. Donc, on est vraiment dans un système quand même pyramidal dans le monde de l'entreprise, faut pas l'oublier. Donc, il y a moins d'opportunités et c'est vrai qu'il y a les jeunes qui connaissent tout l'écosystème où il y a plein de jobs pour les juniors, mais on voit bien des... quarantenaires qui viennent s'installer à Barcelone en famille parce que ça donne un cadre de vie beaucoup plus chouette. On en connaît tous. La réalité, c'est que par contre, au niveau des jobs, des fois, il y en a un peu moins que sur le marché parisien. Et même moi, j'ai vu des profils qui sont hyper qualifiés, qui parlent 3, 4 langues et qui, malheureusement, des fois, mettent quelques mois. C'est des profils en temps normal. Tu te dis, mais ils ne devraient pas avoir à chercher de boulot, ces gens-là. Donc, mais par contre, ils se trouvent toujours au bout d'un moment. Ça, c'est le message d'histoire. Mais ça peut prendre du temps et les surprendre eux-mêmes. Et souvent, ils trouvent, soit parce qu'ils ont retiré un critère dans leur recherche, ils ont accepté de faire un compromis, soit grâce à du réseau.
Tu vois, c'est vraiment ça. Et dans les critères, soit ça va être les modalités de contrat, tu vois, des fois, soit accepter des salaires un peu en dessous, ou des fois prendre des missions freelance. Ça peut être aussi ce que certains profils cherchent uniquement un CDI. Le fait de basculer en freelance peut être une bonne opportunité aussi. Et puis pour d'autres, c'est le fait d'accepter des fois un salaire un petit peu en dessous ou un niveau de responsabilité un petit peu en dessous, mais qui ouvre l'entrée dans des grosses boîtes aussi. Ouais. Oui, C'est- parce que effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, les critères, parce qu'il faut vraiment noter ces critères et voir quels sont ceux qu'on est capable de pouvoir Mm. enlever, ne serait-ce que temporairement, quoi. Ce qui est OK pour toi, ce qui n'est pas OK pour toi. Et en fait, c'est la base Ouais. quand tu commences une recherche d'emploi. Le risque, quand on veut absolument venir s'installer comme ça à Barcelone, c'est qu'on accepte un job auquel on n'aurait même pas postulé Ouais. si on était dans son écosystème classique. Ouais. Et ça, je l'ai déjà vu. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te retrouves dans le mur, en fait. Parce que si le job, tu savais que si tu l'as pris, en plus, si tu n'en as même pas eu conscience quand tu l'as pris, soit toi, à un moment, tu n'es plus bon dans le job, soit tu n'es plus motivé, et à un moment, ça peut devenir compliqué. Et malheureusement, des fois, il y a des familles entières qui sont arrivées dans cette situation, et tout le monde doit... Tout le monde repart ou Non, s'adapte ou ça prend du temps ça prend du temps. Souvent, heureusement, dans les cas que j'ai vus, il y avait des économies derrière, et Ouais. ça permettait d'assurer parce que quand tu n'as pas bossé, ça fait par exemple que 6 mois que tu bosses en Espagne, tu n'as pas le droit au chômage. Non. Même pas aux 1 200 euros. Même pas 1000. Et oui, quand tu as le droit au chômage, c'est 1 200 euros. Donc, Non, donc mais c'est ça. Et alors qu'en France, c'est vrai que quelqu'un qui, au bout de 6 mois, se ferait virer, il aurait quand même le droit à quelque chose au niveau du chômage. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Et moi, je préviens toujours les gens qui ne sont pas encore ici, ayez un peu d'argent de côté parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, quoi. On peut se faire embaucher à distance, ça peut très bien se passer. Et puis, on ne sait pas pourquoi, au bout de 9 mois, on perd tout ou la boîte, elle ferme. Ouais. Tu vois, des startups qui pourraient tout d'un coup fermer, ça existe. Et Puis, sauf que tu as le puis droit là, à au bout rien. de 9 mois, tu as droit à rien ou tu as droit à. Ah non, 9 mois, 0. 9 mois, 0. C'est 12 mois. En 12 Espagne, mois. il faut que tu aies travaillé 12 mois pour avoir le droit à quelque chose. Et encore, ce quelque chose, c'est 1 200 euros. Et ce quelque chose n'est pas grand-chose. Donc, mettons que tu gagnais, je sais pas, 8 000 ou 6 000 ou même 3 000. Et que tu as un coût de vie qui est associé à ça. Parce que, Non, c'est important d'avoir de l'épargne et c'est important de. Comment dire, c'est important effectivement, au moins de ne pas être trop angélique parce que c'est difficile d'avoir le match parfait. En revanche, est-ce que tu crois par ailleurs qu'il est possible que certaines personnes, quand ils découvrent ça, arrivent soit à retarder, soit à annuler leur projet ou même à convaincre leur boîte de créer spécifiquement des postes. Moi, je l'ai vu, mais assez rarement, de créer des postes à Barcelone en disant, regardez, c'est une ville très internationale, il y a des ressources, il y a une liquidité, tout le monde veut venir, tout le monde veut travailler. Créons un hub, j'apporte mon job de manière je sécurise mon job en vendant en interne un projet industriel en fait, d'internationalisation. Ça, si tu es indispensable dans ta boîte et qu'ils veulent absolument pas te perdre, je pense qu'effectivement, c'est une bonne carte à jouer. Ouais. Ça dépend du job que tu as dans ta boîte, ça dépend si c'est faisable ou pas. Tu vois, de délocaliser ton activité en dehors de la ville d'origine. Parce qu'effectivement, c'est sûrement comme ça que certains, tu vois, hubs où tu as certaines entreprises à Barcelone où c'est que les équipes sales qui se sont délocalisées, par exemple, ici. Et par contre, tout le reste des équipes sont à Paris. Ouais. C'est possible que l'histoire, elle ait commencé parce que un des sales ou le responsable des sales avait envie de s'installer au soleil et que il y a eu des intérêts communs pour tout le monde. Quand tu es dans cette position-là et que c'est un job que tu peux facilement délocaliser, c'est intéressant. Il y a une modalité de contrat qui peut être intéressante si ton patron est OK pour te mettre en quasi full remote et puis que tu négocies de remonter 1 ou 2 fois par mois, par exemple, à Paris. C'est le portage salarial. Ouais. Parce que ça permet à l'entreprise d'être dans les règles. Et toi, du coup, tu existes vraiment pour l'Espagne et tu peux avoir un numéro de sécurité sociale et compagnie. Et l'entreprise n'est pas obligée de créer une filiale en France, enfin en Espagne. Donc, du coup, ça peut être un compromis aussi. Avec des deals ou des jumps, ces genres de boîtes qui font le portage. Ouais, tu as même des boîtes ici qui existent, qui font que ça. Mais ouais, clairement, soit des boîtes qui font ça partout ou alors des boîtes en local. Mais ça peut être un bon compromis pour dire à son patron, écoute, on teste. Tu vois, si vraiment on n'a qu'une envie, c'est de partir, ça peut être une solution. Et donc, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est qu'il faut être soit indispensable, soit très recherché, soit patient et méthodique. Oui.
Est-ce que c'est un bon résumé? C'est un bon résumé, exactement, oui, ou un peu des trois à la fois. En tout cas, le fait de mettre de la méthode et de la stratégie, c'est clairement ce qui fera la différence pour éviter de prendre soit un job par défaut, soit d'arriver ici et de se retrouver pendant des mois à chercher un job qui n'existe pas forcément en plus. Enfin, il faut se confronter à la réalité, en fait. C'est ça aussi qui est important. Et pas oublier qu'on n'est pas en France. Oui, et puis je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai qu'il restera toujours le côté, soit tu te confrontes à la réalité en venant, soit tu te confrontes à distance. Mais tout ce que tu as dit sur le fait de si tu viens, il faut que tu aies de l'épargne, il faut que tu puisses te payer l'année ou les 2 années avant de trouver. Si tu es à distance, il faut que tu sois très patient ou que tu finisses par abandonner. Je ne veux pas être que négatif, mais non, mais moi j'ai vu des gens, effectivement, je pense que tu as vu toi aussi, des gens qui mettaient un peu leur carrière en péril à cause de Barcelone. Et ça, c'est un message que j'essaye de passer, même si ça fait chier de devoir le passer moi, parce que moi, tout va plutôt bien et que forcément, on dit, ouais, mais il n'est pas mieux que moi. Et ça, c'est probablement vrai, mais il y a aussi il y a un facteur de chance qui est énorme. Sauf que la chance, tu la provoques. Tu sais, moi, si je prends un autre cas, on voulait venir à Barcelone en 2017. On a fait une première tentative. Et le salaire qu'on proposait à mon mari, il n'était pas assez haut pour qu'on puisse vivre avec les enfants. Quand tu fais ton calcul, coût du lycée français et compagnie. Et quand il a dû changer de boîte en France, il a choisi une boîte où il savait que ça serait potentiellement possible d'avoir une mutation à Barcelone à un moment. Donc, ça a été un projet qui vous a pris 2-3 ans. Nous, on est arrivés en 2022, ouais. Donc, 5 ans, ouais. On l'avait mis un peu en stand-by. Et puis, à un moment, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée. Et là, tout de suite... pendant ces 5 années, mon mari, il a aussi bossé à fond son anglais parce qu'il savait que ça ne se ferait pas s'il bossait que en français, tu vois. Et finalement, des exemples comme ça, moi, j'en ai déjà rencontré des personnes qui ont vraiment mis en place une vraie stratégie, qui sont montées en compétence sur la partie linguistique pour être employables. Parce que si tu parles que français... Tu vois, forcément, il y a un certain nombre de portes qui se ferment. Donc, dès que tu parles soit anglais, soit espagnol, déjà, ou les deux, c'est encore... Tu augmentes tes chances. En termes d'employabilité. En fait, c'est ça, c'est quelle est ton employabilité par rapport au marché local. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est pour ça que quand je parle de se confronter à la réalité, moi, je trouve que c'est indispensable parce qu'on est sur un marché qui est ultra concurrentiel. On n'est pas en concurrence avec les mêmes personnes que d'habitude, parce qu'on est en concurrence des fois avec des Américains aussi qui arrivent ici et qui sont... qui ont plus d'arguments, fondamentalement. Soit ils ont des grosses expériences dans les très grosses boîtes que tout le monde recherche, donc forcément c'est plus simple, soit déjà ils sont anglophones natifs, donc toi il y a cette partie-là. Ils ont comme tu as des boîtes maintenant qui, depuis l'Europe, développent les États-Unis, ils ont la culture du marché américain, ils connaissent les règles et le juridique américain. Aussi, des fois, tu as certains jobs, on te demande de connaître certaines normes, certaines réglementations. Ça, si tu ne l'as pas fait dans ton job, tu ne peux pas l'inventer, quoi. Donc, c'est ça aussi qu'il faut anticiper et se dire de quelles compétences j'ai besoin pour maximiser mon employabilité à Barcelone. Alors, je trouve qu'il y a un truc qui résonne très fortement, notamment avec pas mal des messages que je reçois qui sont un peu des bouteilles à la mer, mais surtout qui ont l'empreinte très française de dire comme je suis très employable. Il y a clairement des CV qui ne sont pas très employables, d'autres qui le sont. Mon interlocuteur va faire le boulot pour moi. Or, c'est faux. Il faut commencer à calculer son indice d'employabilité. Et pour finir, j'ai envie de te demander, c'est quoi les premières étapes obligatoires pour justement arriver à comprendre ton degré d'employabilité sur le marché du travail à Barcelone? Les 3 premières actions, ce que tu dis à toute personne qui t'écrit en disant « Bonjour Barbara, je cherche un boulot à Barcelone ». Déjà, ça va répondre à la question « Qu'est-ce qui fait qu'on va t'embaucher toi plutôt qu'un autre ?» Aller chercher du coup où est-ce qu'on va avoir besoin de cette compétence et puis aller prendre des contacts et comprendre comment fonctionne le marché de l'emploi ici. Donc, et les sites, tu dis Welcome to the Jungle, LinkedIn, il y a beaucoup de choses. LinkedIn, c'est un incontournable. Après, si tu veux bosser, parce qu'il y a quand même, là, on parle un peu du marché international, mais si tu veux bosser dans le marché local ou dans des boîtes espagnoles, parce qu'il y en a quand même qui veulent bosser dans des boîtes espagnoles, c'est InfoJob qui va être l'incontournable. Et après, ça va être LinkedIn. Indeed aussi est quand même assez intéressant parce que c'est un métamoteur et il va aller chercher des offres d'emploi sur les sites carrières qui peuvent exister. Et puis après, il y a plein de jobs qui sont off, donc il faut aller les chercher. Et ben voilà, on partait à la recherche
Voilà, avec votre canne à pêche. On a fait un épisode sur la pêche à la mouche, donc voilà, avec votre canne à pêche, allez chercher les jobs. C'est pas facile. On veut pas être non plus trop négatif, mais c'est ce que tu disais. On va prendre l'exemple sur toi. C'est un projet qui peut prendre jusqu'à 5 ans. Mais ça se fait. Merci Barbara. Avec plaisir. À bientôt.